Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Un entraîneur sifflé, salué, puis encensé, c'est en résumé le début de saison d'Igor Tudor à la tête de l'Olympique de Marseille. Inconnu au bataillon avant son arrivée au Vélodrome, le Croate a fait taire les critiques grâce à une série de succès et un style de jeu enthousiasmant. Un entraîneur qui n'est pas prêt de renier ses idées pour atteindre ses objectifs. Et c'est d'ailleurs le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Fabrice Lamperti, journaliste à la Provence et spécialiste de l'OM. Fabrice, avant de commencer sur Igor Tudor, flashback sur la fin de saison dernière, l'OM finit deuxième du championnat derrière le PSG, les Marseillais sont qualifiés pour la Ligue des Champions, mais le 1er juillet, coup de tonnerre, l'OM et Jorge Sampaoli annoncent dans un communiqué leur décision, je cite, commune de mettre fin à leur collaboration. Pablo Longoria et Javier Ribalta, son nouveau bras droit, l'avaient retrouvé au Brésil sur son lieu de villégiature. Il venait de se marier quelques jours plus tôt. Finalement, il lui avait fait comprendre que le recrutement ne pourrait pas être aussi pompeux, aussi onéreux que Jorge Sampaoli l'envisageait, que Jorge Sampaoli l'espérait. Et du coup, déjà des premiers doutes avaient germé dans l'esprit de l'Argentin et qui, malheureusement, malheureusement pour lui, n'ont fait que se confirmer au fil du temps. Et petit à petit, le divorce est apparu inévitable. Autre surprise de ce début d'été de l'Olympique de Marseille, où rien ne se passe comme ailleurs. Dès le lendemain de l'annonce du départ de Sampaoli, le nom de son remplaçant est connu, c'est le Croate Igor Tudor. Pablo Longoria rebondit tout de suite avec Igor Tudor. Choix très surprenant a priori. On ne s'attendait pas du tout à le voir débouler dans le paysage. On peut imaginer que c'est pas tombé de la dernière pluie comme ça, que Longoria et Ribalta avaient déjà anticipé tout ça. À ce moment-là, en tant que spécialiste de l'OM, est-ce qu'on connaît Igor Tudor ? J'avais surtout des connaissances du joueur. C'était quand même un sacré joueur international croate qui a fait demi-finaliste de la Coupe du Monde 98 avec l'équipe de France, qui a eu une carrière très riche du côté de la Juventus Turin et qui était un joueur et une personne plutôt appréciée dans le Piémont. Après, j'avoue que l'entraîneur, je ne connaissais pas toutes ses références. Je savais qu'il était au Hellas Vérone, mais après, de là à dire que j'avais disséqué ses compositions d'équipe et le jeu qu'il prônait, non, ce serait mentir. Donc c'est vrai que tout le monde a été surpris de le voir débarquer. On s'attendait à d'autres techniciens. On pensait que Marcelinho, par exemple, qui venait de quitter son poste à Bilbao et qui est l'un des mentors de Pablo Longoria, on pensait que c'est lui qui pourrait avoir les faveurs de Pablo Longoria. On pensait aussi à l'Italien Roberto De Zerbi, qui est réputé pour avoir très bien fait jouer ses équipes, et notamment Sassuolo en Italie. On pensait que c'était les deux pistes prioritaires, mais non, c'était trop évident a priori pour Longoria, qui a préféré s'orienter vers cette piste plutôt surprenante d'Igor Tudor. Quelles sont ses références en tant qu'entraîneur ? Igor Tudor est un entraîneur qui n'a pas d'expérience du haut niveau. Alors effectivement, il a bien roulé sa bosse depuis pas mal de temps. Il a entraîné à Galatasaray, il a entraîné au PAOK Salonique, il a entraîné en Italie, il a entraîné en Croatie, mais il n'avait jamais connu par exemple la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur principal. Alors avec cette saison-là, où l'OM avait besoin d'avoir quelques ambitions en Ligue des Champions, même si on savait qu'il serait dans le chapeau 4 et que la tâche serait très difficile, c'était quand même assez surprenant de miser sur un entraîneur aussi inexpérimenté pour une saison aussi importante. Mais de son côté, le président de l'OM, Pablo Longoria, justifie son choix. Pour lui, Igor Tudor est l'homme de la situation. Dans le football, il y a de différentes choses. Et je le crois fièrement. La première chose, c'est que je crois que l'évolution naturelle du football, c'est vers un football plus physique, plus basé sur les transitions, plus basé sur l'intensité physique. Alors, on va pas se mentir, quand Longoria fait cette première déclaration en conférence de presse, je crois que c'était le 5 juillet, le temps est au doute, le temps est aux interrogations sur ce choix. Parce qu'effectivement, Vérone pratiquait un jeu intéressant, un jeu séduisant, mais Vérone a terminé en milieu de tableau de la Serie A. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas non plus de quoi grimper au rideau. Donc tout le monde s'interroge un peu à ce moment-là, et je pense de manière tout à fait légitime.
On sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on va retrouver à la place. Donc tout le monde attend de voir un peu ce qui va se passer. Mais dans cette attente, à la rédaction des sports de la Provence, Fabrice Lamperti, vous vous intéressez aux expériences précédentes d'Igor Tudor sur différents bancs en Europe. Qu'est-ce qui saute aux yeux ? On découvre déjà au niveau du jeu que c'est quelqu'un qui a des idées très arrêtées, qui joue dans un système de jeu assez immuable, avec une défense à 3, avec un rôle très important accordé aux pistons sur les côtés. Quelqu'un qui prône un football très agressif, porté vers l'avant, avec un positionnement assez haut sur le terrain et qui demande à ses joueurs de ne jamais relâcher leurs efforts. Mais on découvre aussi un entraîneur qui a la réputation d'être un peu militaire dans sa manière de faire et qui n'hésite pas à placer certains cadres sur la touche, à les mettre un peu de côté. J'en avais parlé, j'avais fait une interview avec Bafétimbi Gomis, qu'il avait connu à Galatasaray, et Bafétimbi me disait que si tout le monde suit ce qu'il demande et que tout le monde suit ses consignes, il n'y aura aucun problème, mais si une personne s'en écarte, à partir de là, ce sera très compliqué pour cette personne. Igor Tudor, c'est aussi une allure, un physique. À ce titre, le Croate marque les esprits. Igor Tudor, c'est quand même une personne qui a un physique reconnaissable. C'est une carcasse, quelqu'un de très costaud, quelqu'un qui, à première vue, sourit peu, qui peut paraître froid. D'ailleurs, les conférences de presse, la première conférence de presse au Vélodrome confirme un peu tout ça. On lui pose des questions sur le jeu, il dit on pourrait en parler des heures, mais bon, on n'a pas le temps. Alors que c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu être dans une démarche d'opération séduction à ce moment-là pour essayer de se mettre tout le monde un peu dans la poche. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout sa manière de fonctionner, puisque ça s'est confirmé au fil des semaines. Il a continué finalement à faire une espèce de service minimum auprès des médias en conférence de presse. D'autant que les conférences de presse se multiplient avec les matchs, donc on a l'impression que c'est pas vraiment son exercice préféré. Mais voilà, il reste fidèle à sa ligne de conduite là aussi. Un peu, j'ai envie de dire, un peu l'école italienne. On s'évertue à en dire le moins possible, même si des fois on donne quand même un petit peu quelques indications sur des joueurs qui vont jouer, etc., etc. Bande passante, l'info décryptée. Autre question sur Igor Tudor en tant qu'entraîneur. Connaît-on ses inspirations, ses modèles ? Igor Tudor, c'est aussi une personne très mystérieuse qui se dévoile très peu. Donc on ne connaît pas vraiment ses modèles, forcément, comme on l'a dit précédemment, l'école italienne et tout ce qu'il a pu vivre à la Juventus l'ont énormément influencé. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de ses modèles, il reste assez... il ne l'a jamais évoqué, puisqu'en plus, il n'a pas encore accordé d'interviews individuelles jusqu'à présent. Bon, c'est pas une première, puisque Bielsa n'avait jamais accordé une interview individuelle, Sampaoli non plus. Tudor avait promis à des confrères italiens, à Vérone, de leur accorder des interviews. Nos confrères attendent toujours. Donc c'est pas il n'aime pas trop se dévoiler. Pour lui, c'est le terrain qui parle à sa place. Et sur le terrain, justement, Igor Tudor met en place autour de lui un staff assez hétéroclite. Il y a juste un nom qui apparaît et qui interpelle tout le monde, tous les amoureux du football. En tout cas, c'est Mauro Camoranesi qui a été champion du monde avec l'Italie en 2006 contre la France. C'était un choix assez surprenant parce que Camoranesi, jusqu'à présent, il était numéro 1 partout où il était passé. Il n'a jamais été adjoint. Et là, du coup, il se retrouve bras droit d'Igor Tudor. C'est Igor Tudor d'ailleurs qui dit que c'est son bras droit. Sauf qu'une semaine après, il s'en va, il claque la porte. Officiellement, d'après la version répandue par l'Olympique de Marseille, c'était quelque chose qui était prévu de longue date parce que Tudor est arrivé très vite. Il a été obligé de former son staff à la hâte également. Et tous les techniciens n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là. Il y a notamment un de ses bras droits historiques, entre guillemets, qui venait d'accepter un poste auprès des équipes de jeunes croates. Donc il ne pouvait pas se libérer aussi vite. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant de voir Camoranesi partir aussi vite. Officiellement donc c'est pour ça. Officieusement c'est parce que ça ne serait pas vraiment passé. Le courant ne serait pas vraiment passé avec son ancien coéquipier de la Juve. Donc voilà. Et puis après le staff a été encore remanié puisque l'entraîneur des gardiens est parti. Et c'est l'ancien entraîneur qui est revenu et qui avait plié ses bagages avec le départ de Sampaoli. Le départ de Camoranesi, est-ce que ça donne des indications sur la façon dont Igor Tudor gère son staff ? Sur ce qu'on entend, oui, ça donne des indications sur la manière dont il gère son staff. Ça donne aussi des indications plus largement sur la manière dont il gère son effectif. Il n'hésite pas à être très cash, très franc
avec ses adjoints ou aussi bien qu'avec ses joueurs, ce qui n'est pas sans causer des frictions. Il y a des frictions avec Jordan Amavi pendant la préparation, des frictions avec Gerson aussi pendant le stage en Angleterre. Plus tard, il y en aura avec Matteo Guendouzi. Donc il y a des joueurs aussi qui sont mécontents de leur sort. Donc voilà, mais Tudor reste cash, mais plutôt honnête. Une personnalité cash qui a fait grincer des dents en début de saison. Il a posé sa patte dès qu'il est arrivé, parce que ce qu'il demande à ses joueurs est complètement différent de ce que demandait Sampaoli. Du coup, la préparation se révèle beaucoup plus intense, beaucoup plus costaud. On voit des joueurs qui sont exténués à l'issue des séances, parce que c'est, encore une fois, on y revient, mais c'est une préparation à l'italienne. Et en Italie, qu'est-ce qu'on fait ? On fait courir les joueurs pendant des heures, quitte à les faire vomir à la fin. Mais voilà, parce que en plus, on sait que cette saison va être particulière avec la Coupe du Monde au milieu. Donc il va y avoir 2 saisons et une deuxième préparation qu'il va falloir sans doute refaire en novembre-décembre pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, Tudor fait passer ses idées, fait passer ses consignes, ses nouvelles consignes à ce moment-là. Et forcément, comme à chaque fois quand il y a une nouveauté, ça fait un peu grincer des dents et il faut que les uns et les autres s'habituent à tout ça. Sur le plan physique, Fabrice Lamperti, en quoi la méthode Tudor diffère de celle de Sampaoli ? Sampaoli faisait beaucoup d'exercices avec ballon malgré tout, comme pouvait le faire avant lui André Villas-Boas. C'est une stratégie qui s'appelle la périodisation tactique où on fait tout avec ballon plus ou moins. Donc il a fallu que les joueurs réapprennent ça, même si ils ont pu avoir l'habitude par le passé. Mais il a fallu réapprendre ça et il a fallu apprendre un autre jeu, une autre manière de jouer, une autre manière d'attaquer, une autre manière de presser. Et c'est ça qui a pu peut-être causer quelques frictions. Des frictions accompagnées d'une série de matchs amicaux sans grands éclats. Après une première victoire contre les amateurs de Marignane, l'OM est allé s'incliner 2 fois de suite en Angleterre, les 16 et 22 juillet dernier contre Norwich et Middlesbrough à domicile. Les Marseillais s'inclinent 2-0 ensuite contre le Milan AC dans un match de gala. Ce ne sont que des matchs amicaux, mais c'est suffisant en tout cas pour semer des doutes, pour se demander où va l'OM, s'interroger sur le bien fondé des décisions de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Tout le monde à ce moment-là se demande où va l'OM, vraiment. Si bien que le scepticisme laisse place à la défiance lors de la première journée de championnat le 7 août contre Reims. Comme d'habitude, avant la rencontre, le speaker présente les joueurs. Comme pressenti, le milieu de terrain et star de l'effectif Dimitri Payet n'est pas titulaire. Puis quand vient la présentation d'Igor Tudor, c'est la bronca. Ça a le mérite d'être clair. Waouh, ça a le mérite d'être clair. Ouais, c'est assez surprenant d'ailleurs qu'un entraîneur soit jugé avant même d'avoir pu prouver quoi que ce soit. Mais je pense qu'encore une fois, ça traduisait l'atmosphère ambiante qui régnait depuis plusieurs semaines. Comme c'était finalement le seul moment où les supporters ont pu s'exprimer, où ils ont eu leur caisse de résonance qui est le Vélodrome pour exprimer leur mécontentement. Donc ouais, ils ont profité de ces moments-là pour se faire entendre, ou en tout cas une grande partie d'entre eux. Donc voilà, c'est assez surprenant, mais Igor Tudor, je pense qu'il en a vu d'autres. Passé, formé à l'école yougoslave, puis croate, formé à l'école italienne, biberonné au football italien, où on ne s'embarrasse pas trop de ce qui peut se passer en dehors. Donc je pense qu'il en a vu d'autres, et puis surtout son équipe apporte la meilleure des réponses avec une victoire 4-1 sur Reims, idéale pour lancer la saison. Igor Tudor dira plus tard en conférence de presse que les supporters ont toujours raison. Le coach peut surtout se reposer sur une belle première victoire. Fabrice Lamperti, comment analysez-vous après coup ce premier match ? Ça dit déjà que cette victoire dit que l'OM a plutôt bien assimilé ses principes. Même si c'est vrai que le score est large mais que la décision a mis du temps avant de prendre forme. Mais ça dit déjà beaucoup de ce nouveau football que veut développer l'Olympique de Marseille. Finalement, c'est un nouveau virage qui est pris, un virage à 180 degrés par rapport à ce qui se faisait sous Sampaoli. Et j'ai l'impression à ce moment-là que tout le monde attend confirmation évidemment parce que ce n'est qu'un match, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là tout le monde
est plutôt séduit et que les esprits déjà que les vestes commencent à se retourner par rapport à tout ce qu'on a pu croire jusqu'à présent. Et après cette première victoire, l'OM va enchaîner les performances en battant successivement Nantes, Nice, Clermont, Auxerre et Lille. En championnat, l'OM est alors premier ex-aequo avec le PSG et réalise un début de saison presque sans faute. C'est une superbe série effectivement qui porte l'OM sur la première place du championnat à égalité avec le Paris Saint-Germain. C'est une série qui, à mon avis, ne doit rien au hasard, même si certains matchs ont été plus compliqués que d'autres. Mais d'autres matchs comme le 1-0 contre Clermont ne reflètent absolument pas la physionomie de la rencontre. L'OM doit gagner cette rencontre très largement 3-0 et puis préparer la suite tranquille, doit dérouler par la suite, comme ils l'ont fait à Nice d'ailleurs quelques jours plus tôt. L'OM a marché sur Nice littéralement, même si Nice effectivement n'est pas au top de sa forme et connaît un début de saison très compliqué. Mais l'OM en fait construit son succès dès la première mi-temps. Et cette première mi-temps-là, même si c'est à 4 ou 5-0, finalement il n'y a rien à dire, tellement l'OM est au-dessus, tellement l'OM domine son sujet, et toujours dans ce football prôné par Igor Tudor. Et on voit aussi les premiers buts d'Alexis Sanchez, qui est la recrue phare de l'été quelque part, la recrue star aussi. Et en fait, là, à Nice déjà, on se dit que ça va être costaud, que si l'OM réussit à enchaîner, ça va être costaud. Et puis cette série dit que il va falloir logiquement compter avec l'Olympique de Marseille cette saison si l'OM arrive à bien gérer l'enchaînement avec la Ligue des Champions. À la lumière de ces premiers matchs, qu'est-ce que l'on remarque le plus dans le jeu des Marseillais ? On voit surtout une envie de presser, une envie de harceler les adversaires en permanence, avec même si c'est vrai qu'il y a quelques temps faibles, les deux mi-temps ne sont pas toujours égales, mais finalement c'est presque un détail puisque l'OM arrive à bien gérer ces temps faibles. Donc non, on voit sinon la plupart du temps on voit un OM tourner vers l'avant, un OM qui va droit au but, ce qui est quand même le plus important sur cette ère, et un OM qui séduit tout le monde, qui convainc les plus sceptiques. Le stade Vélodrome est plein à chaque match, le stade Vélodrome est bruyant, il est bouillant, on s'entend pas à 2 mètres quasiment quand on essaye de parler avec les collègues. Donc non, on voit un OM qui donne envie à être revu plus régulièrement. Un OM qui n'a d'ailleurs pas changé ses principes lors de son premier match de Ligue des Champions. Ce qui est vraiment remarquable sur le premier match de Ligue des Champions à Tottenham, c'est que Igor Tudor ne s'est pas renié. Il a ses principes de jeu, il les a gardés, il les a maintenus et il les maintient quel que soit l'adversaire en face. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, Tottenham c'est quand même un cran au-dessus par rapport à tout ce qu'a affronté l'OM jusqu'à présent. C'est le favori de ce groupe D de Ligue des Champions. Peut-être qu'il va changer ou peut-être tout simplement que l'adversaire sera trop fort pour déployer ce jeu-là. Et en fait non, en première mi-temps, l'OM fait jeu égal avec Tottenham. L'OM a même davantage d'occasions. C'est pas des occasions extrêmement franches, c'est des tirs de loin, mais l'OM a plus d'occasions que le Tottenham d'Harry Kane et de Son. Donc c'est quand même assez révélateur du niveau de cette équipe-là. Après, évidemment, après la pause, Memba prend un carton rouge et là, l'OM chancelle, sans mauvais jeu de mots. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que même à 10, l'OM a continué d'essayer de presser, à essayer d'attaquer, avec Amin Harit à la balle le but au bout du pied quasiment, et sur l'action suivante, c'est Tottenham qui ouvre le score. Donc non, l'OM jouera tout le temps pareil, c'est ça qui est très remarquable, quel que soit l'adversaire, et c'est vrai que ça donne envie d'être revu. C'est un entraîneur qui ne va pas se renier. Il ne le fait pas en tout cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il garde ses idées et il va jusqu'au bout avec. Après, il faudra voir comment ça va se passer quand il y aura des temps de crise, ce qui va arriver, ce qui arrive toujours au cours d'une saison. Donc il va y avoir des moments de moins bien, il faudra voir comment est-ce que lui va les gérer. Est-ce qu'il réussira à garder la tête froide ou pas ? Sur ce qu'on a vu, je pense que oui, mais après on ne sait jamais comment les choses se passent quand on se retrouve au pied de celle-ci. Merci à Fabrice Lamperti pour cette analyse de l'entraîneur olympien Igor Tudor. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles et sur l'application de la Provence.